C'est leur particularité. Donc le tégument, on l'a vu, hein, le tégument c'est la peau, quoi, la peau externe. Les caliures. On l'a vu, donc ça mue en une seule fois, ça change tout son pyjama. Donc il y a une couche à un moment qui se met à se développer à l'intérieur, des cellules prénaissantes, quoi, et à un moment il se crée une lymphe entre les deux, entre la vieille peau. La vieille peau, ça se rappellera l'exuvie. La mue en français ne désigne que le processus par lequel il change de peau, c'est ce que veut dire mue. La chaussette qui va tomber n'est pas une mue, c'est une exuvie. Voilà, ça se refait des fois des peaux de soeur. Moi, il y a un truc sympa que je sais là-dessus, par exemple, et c'est ce qui va vraiment déterminer les croissances et tout. La mue, en fait, se produit à un moment, je me dis si je dis une connerie, quand un taux d'hormones atteint un seuil X, et ce seuil est déclenché par une augmentation de la pression sanguine. En fait, à un moment, il se sent serré dans son pyjama, il a grandi, votre boa, et il a sa vieille peau, ce qui fait que la peau n'a pas bougé, hein, elle a une certaine élasticité, mais surtout l'écaille, quoi, vraiment la kératine. Vous savez que ce qui est élastique, c'est la peau qui se trouve en dessous, c'est-à-dire qu'on peut écarter les écailles quand une femelle est enceinte ou quand ça vient de manger. Vous voyez des fois entre deux écailles, je ne sais pas si on peut écarter la main, je ne me suis jamais amusé, mais il y a de la vraie peau en dessous, de la peau comme nous. Bon, on voit bien là, vous voyez que c'est marron, voilà, sa couleur. Quand on écarte, on voit un peu du blanc. C'est cette partie-là qui est élastique et qui s'écarte. Et quand vous faites un énorme repas, c'est genre la taille de repas qu'il ne faut pas excéder, c'est quand ça commence à écarter légèrement les écailles. Mais on a tous vu dans le reportage sur les Llanos, encore une fois, regardez-le, vous verrez, vous voyez des parties blanches, des trucs comme ça entre chaque écaille, quoi, quand ça mange énormément. Moi, je le vois à l'ovulation, quand elles sont en fin de grossesse, par exemple, tu as vu la dernière fois, on a vu mon Inca, on voit clairement entre chaque écaille cette peau qui est élastique. Mais par contre, cette partie-là, l'écaille vraiment la colorée, cette partie-là n'est pas élastique. La kératine, c'est une de ses caractéristiques, c'est pas d'une élasticité folle. Hein. C'est pas. Et donc, quand ça devient trop. Quand le boa a trop grandi, et ben ça se sent, ça se met à le comprimer, en fait. À le comprimer et à augmenter la pression à l'intérieur. Et il y a un seuil de pression sanguin, je crois, hein, ou artérielle, ou je crois que c'est sanguin. Il y a un seuil de pression sanguine qui crée l'augmentation en flèche d'une hormone. Et arrivé à un taux d'hormone, paf, le truc mue. Il se dit, il faut que je fasse un plus grand pyjama. Et donc, ça va arriver quand vous le nourrissez régulièrement ou nanana. On parle souvent de la mue, tout le monde parle de ça sur les forums, surtout américains. Ah, ma passe, ma mue post-ovulation. C'est pour ça qu'elle a lu la mue post-ovulation, les gars. C'est qu'à un moment, soit le serpent se sent trop petit dans son pyjama parce qu'il a grandi pépèrement, soit vous pouvez créer le même système et lancer une mue, et donc une croissance, si vous nourrissez avec de grosses proies. Moi j'ai fait le test, un boa il venait de muer, normalement je savais qu'il muait tous les 2 mois. Je lui ai donné une proie suffisamment grosse pour écarter les écailles, et il s'est senti de nouveau à l'étroit, et ça a déclenché une mue, ça a déclenché l'augmentation de l'hormone, parce que la proie était tellement énorme que ça poussait sur les parois à l'intérieur, au lieu de comprimer par l'extérieur, parce que tu vois le pyjama est devenu trop petit, ça faisait le même effet mais par l'intérieur, ça poussait les parois, et au bout d'une semaine, juste après sa mue, il m'a redéclenché une mue. Il l'a refait une deuxième 3 semaines après. Et ça peut jouer sur les croissances d'ailleurs, ça. Hein. C'est vraiment, quand vous nourrissez avec de belles proies, ça pousse votre boa à grandir, pas forcément à faire du gras, hein, si vous espacez, mais au moins ça le pousse à grandir. Et à la limite, je dirais même le contraire, les tailles de proies vont limiter leur croissance. À un moment, les gens s'arrêtent souvent au ras. Moi, je vois de plus en plus de ce que je pense être une aberration. Je vois des colombiens de 2 kg, de 3 kg. Je pense qu'à un moment, c'est limité par la taille de proie. Les gens ne passent pas au lapin, ne passent pas à la poule, ne passent pas à ce que tu veux, à l'oie. Et à un moment, on voit de plus en plus de colombiens qui sont de 5 kg. Les 5 kg, pour moi, sont la limite qui est atteignable avec du rat de 300 grammes, ni plus ni moins. C'est pour ça que le truc est... Et à la fin, 5 kg, c'est le poids d'un boa nain. Autant ça lui va bien au boa nain, il va être sain, il va te faire plein de petits, et il va avoir atteint le maximum de sa génétique. Autant un colombien de 5 kg, je vois que ça en ce moment en vente, des colombiennes de grossir plus. Bah je me dis merde,
Et c'est pas comme mon nain, on voit que la tête est 4 fois plus grosse, il devrait faire 12, tu vois. Enfin, moi, je me pose des questions. Quoi. Et je pense que c'est lié à tout ce phénomène de proie qui est limité. La proie limite, généralement, en terrario, c'est le rat de 300 grammes. Oui, il y a peu de gens qui vont aller au-delà. Et c'est ça qui va jouer à la croissance. À un moment, le serpent s'adapte, il prend la taille la plus parfaite par rapport à la taille de proie maximale. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est ce qui va dénanifier les nains. C'est ce qui a fait que les Hog Island sont plus petits sur la plupart des souches, même, sont plus gros qu'à l'origine. À l'origine, ils étaient très nains. Et je les trouve de plus en plus gros, sauf les souches bien préservées. Il y a des gens qui font de... Et en même temps, les grosses souches colombiennes qui devraient faire cette taille-là, ça c'est un mâle. Voilà, ça c'est un mâle de colombien, quoi. Bon, il n'est pas pur colombien vu que c'est un salmon, il y a eu un croisement un jour de Panama, blabla. Mais en gros, il a tellement pris de sang colombien derrière qu'en gros, bon, voilà, c'est la taille qu'atteint un colombien, un type colombien, on va dire. Je vois des femelles, elles font la moitié de ça et il y a un problème, les gars. Et elles reproduisent. Ça a plu. Et elles reproduisent. Non, mais c'est ça qui me... Donc bon, il faut quand même nourrir ces bois, les gars. Je me suis battu pendant des années pour vous dire d'arrêter de les bourriner. Je le pense toujours. Au début, quand c'est tout nouveau-né, là, tous les 5 jours, tous les 7 jours, c'était la préhistoire, ça, les gars. Faut arrêter, on n'en est plus là maintenant. Hein. Moi, je nourris mes petits tous les 10 à 14 jours dès le début. Par contre, respectez l'augmentation de la taille de votre bois à augmenter la taille de proie, quoi. Voilà, c'était un petit coup de gueule sur le nourrissage parce qu'on passait par l'estomac, ça m'a énervé. Bon, je pourrais le développer pendant plus longtemps, mais c'est pas le but de la vidéo. Donc on est là, on a vu l'estomac, donc ouais, une forte capacité à digérer, forte capacité, mais on est obligé de le dire, voilà, les proies trop rapprochées vont créer des pathologies, puisque... vont faire un stock de graisse qui est pas bon. Et sur les bébés, ça va créer des syndromes de régurgitation. À un moment... Ou de constipation, ouais. Ou de constipation, ouais. Sur certaines localités, je pense au Suriname et principalement tous les constricteurs, ont des difficultés à être nourris en fait. S'ils nourrissent trop régulièrement, ils peuvent avoir en général des régurgitations. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres localités, je sais pas comment ça se passe avec Ténique. Mais pour moi, tout bois, tu le bourrines de tout, tu peux le faire régurgiter, pour moi. Ouais. Après, c'est vrai que bon, il y a des des éleveurs font de tout, comme Rousseau te le dit dans son bouquin, qu'un impérator sera plus costaud qu'un constrictor dans l'ensemble, quoi. Il pardonnera plus. Mais ce qui est certain, c'est que la régurgitation, elle vient du fait que tu avales une proie, tu es en train de la digérer et il te reste encore des traces digestives de l'ancienne, que tu en remets une nouvelle. Et du coup, ce mélange d'anciennes traces digestives non finies encore, tu vois, il n'est pas avide le truc, il n'est pas... Et des nouvelles qui... Et là, le mélange des deux, ça ne fait pas bon ménage. Et c'est ça qui crée la régurgitation. Il faut vraiment attendre qu'un bois ait fini de digérer, ait fini sa digestion, et qu'il ait quelques jours de jeûne. Ça paraît tomber sous le sens aussi, réfléchissez. Moi, j'ai vu des études de digestion où tu voyais le rat en radiographie jour après jour. Et il était digéré qu'au bout de... Ah oui, vraiment, je sais pas, au bout du 5e jour, il commençait à tirer la gueule, hein, 6, 7, et vers le 7e jour, tu voyais du liquide, tu vois, c'était plus du liquide nutritif. C'est quand même assez long, et après, il faut qu'il l'absorbe. 10, bon bah 10 jours, on va dire que voilà, ça y est, voilà, il l'absorbe, machin truc. Moi, je sais, quand je ressors d'un repas, je ne mange pas, je sais pas quand est-ce que j'ai fini de digérer, mais j'attends d'avoir faim avant. Je mange pas à chaque fois que j'ai fini de digérer. En fait, les gens, à la file, à un moment, t'as un problème. De toute façon, la première année, il faut au moins nourrir une fois tous les 10 à 15 jours. Tout ce que je peux te dire, voilà, c'est que moi je fais du préventif. J'ai toujours lu les conseils de Rousseau et j'ai commencé comme ça. J'ai jamais nourri une petite aux 5 jours. J'ai toujours fait... quand j'avais pas le bouquin, j'ai commencé peut-être aux 8 jours. Et c'est des nids qui font souvent des refus, donc j'arrivais pas à leur donner. Et ben j'ai jamais eu de régurgitation. Sur les nouveau-nés, au final, contrairement à ce qu'on pourrait penser... Ils ont l'estomac très fragile. On peut penser que dans l'image d'un nouveau-né, c'est un animal qui va être très très fragile sur quasiment tous les points de vue. Sauf que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que pour quasiment tous, vivipares ou ovovivipares, au moment où ils sortent soit de l'œuf, soit du sac vitalin, ils ont à manger dedans. Ils ont à manger, et la réserve qui est d'une nutritivité incomparable avec ce qu'on pourrait... C'est du jaune d'œuf pur, c'est de la protéine pure. C'est même au-delà de ça, je crois. Je veux dire, ça leur permet de toute façon de tenir assez facilement
au moins 2-3 mois sans bouffer et sans que ton bébé prenne le risque de claquer pour ça. Il claquera peut-être pour autre chose, parce que s'il bouffe pas, il y a peut-être autre chose derrière, mais ce sera pas à cause du manque de nourriture. Moi, sur des portées, que ce soit de python ou de boa, j'ai eu certains petits, moi je vois des curtus en bébé, j'en ai eu qui ont galéré à démarrer, mais grave, et avant de me résigner à les gaver, ouais, j'ai attendu facilement 2 mois et demi, 3 mois sans m'inquiéter. Non, il faut pas, c'est ça, c'est... Voilà. Avant 8 semaines, il n'y a pas à s'inquiéter. Il y a vraiment c'est pas très grave, quoi. Bon, on a fait tous les organes qui se situaient par là. On n'a pas fait le cœur. Il y a 2-3 trucs sympas sur le cœur. Je pense à une étude notamment qui avait été faite sur les pythons. Le cœur, on pourrait le situer. Alors, ouais, situe-le. Approximativement. C'est assez à l'avant, hein, je crois. Vu la taille du bestiau, voilà, on pourrait le situer par là. Ouais, moi j'aurais dit par là aussi. Après, évidemment, donc voilà, il aura peut-être. Visuellement, de l'extérieur, on ne peut pas savoir, donc il faut faire une écho. Une écho, bah oui, oui. L'échographie, c'est plus simple. Ils ont des capacités de dingue avec le cœur, c'est que pendant les grosses périodes de jeûne qui peuvent se produire dans la nature, pendant les périodes de saison sèche, où les proies sont toutes mortes, où il n'y en a pas, où tout le monde est planqué, où lui il peut faire trop chaud, il peut être obligé de se planquer sous terre ou quoi que ce soit. Ils ont donc des grosses périodes de jeûne où on voit qu'ils maigrissent beaucoup dans la nature, ils finissent vraiment sur les côtes et tout, nous on ne le fait pas en terre, enfin moi je le fais, mais tout le monde, voilà, je crois que je suis le seul à le faire. Bon, ça se fait pas trop en terrarium, on va dire. Et ben quand ils reprennent une proie, en fait pendant cette période, le cœur diminue de taille, j'avais vu un truc de malade, il diminue par 6, genre le cœur il disparaît, tu vois. Et au moment où ça remange, il y a l'afflux de protéines, de trucs qui arrivent. De toute façon, c'est le principe de l'hivernation. Et le cœur regrossit et les organes se mettent à revivre, quoi. Entre guillemets, ouais, bien sûr. Ils étaient comme un peu momifiés, si tu veux, à l'intérieur. Ils se mettent en veille. Et ils ont fait des études là-dessus qui permettraient, et surtout ils se sont rendus compte qu'il y avait un taux de graisse qui arrivait dans le sang au cœur de malade. Et on a pour nous, la graisse c'est fatal, tu vois, ça nous fait. Et en fait c'est une graisse bien spécifique, tu vois, c'est, moi je suis pas biologiste, mais c'est comme les oméga 3, c'est une graisse bien spécifique, mais en fait qui est bénéfique, et c'est cette graisse qui permet l'augmentation du cœur. Et il y a des recherches qui sont faites là-dessus pour l'humain, quoi, pour les crises cardiaques, pour si on arrivait à synthétiser cette espèce d'huile qui se fond, on aurait le cœur en béton, quoi, tu vois. Voilà, bon, ils ont vraiment des capacités incroyables, et le cœur, en fait la digestion c'est vraiment quelque chose, sur des grosses proies c'est vraiment quelque chose de métaboliquement extrêmement physique, et on le voit, quoi, le métabolisme réagit, le cœur est obligé d'augmenter sûrement pour réussir à maîtriser cette digestion, tu vois, c'est pas par hasard, quoi, il lui faut un plus gros cœur pour digérer ça en fait, en gros, quoi. Ouais, des choses vraiment, vraiment étonnantes. Après, bon, on va avoir des intestins, machin, et là, il n'y a plus grand-chose d'intéressant, à part peut-être, je sais pas, tu peux nous situer un petit peu la zone où les femelles vont, je sais même pas, moi, d'où naissent les follicules. Alors, les oviducts, ça c'est un mâle, bien entendu, mais oui. Les oviducts, donc, sur une femelle, sont un peu comme les autres organes, allongés, ils sont très longs, ils partent de très loin. Ah oui. Ils partent approximativement de la moitié du corps de l'animal. Oui, c'est vrai quand on les voit ovuler. Quand on les voit ovuler, c'est quoi techniquement sur les ovocytes, il se passe quoi? Alors c'est la descente des ovules. C'est la descente des ovules qui sont arrivés à maturation. Ils grossissent d'un coup. Ça dure, une ovulation de boa, c'est approximativement 24 heures. Et donc c'est, on disait, a priori, après le... Mais ils sont générés donc très haut. Ils sont générés très haut et ils descendent une fois qu'il y a l'ovulation et qu'ils sont fécondés. Ils vont descendre dans les oviducts. D'accord. Qui arrivent quasiment jusqu'au cloaque, un petit peu avant. Et donc c'est là où les fœtus se développent. Il y a des fois des pathologies là-dessus, j'ai vu que ça pouvait se coincer un oviduct au passage des... Alors ça peut se coincer. Des fois ça crée un bouchon, ça arrive. Ça peut s'infecter. Un slug aussi qui est un ovule... soit mort en début de développement, soit non fécondé. Qui devient dans tous les cas stérile. Voilà. Un slug c'est un aspect un peu... c'est un peu sec, tu vois, il n'y a pas de membrane. Ça ressemble, moi je dirais... à un œuf. Ça ressemble à un œuf 100 ans là. Ouais, un œuf dur. Un œuf, tu t'es fait... En fait, le slug peut causer des problèmes, d'autres problèmes aussi, c'est que c'est plus sec qu'une membrane
avec un oui. bébé dedans. Oui, ça a beaucoup moins de... Donc ça accroche. Ouais. Et ça peut causer des problèmes. Et le bébé vivant en fait est une poche amniotique. Et oui, forcément, il peut plus se déformer. Moi, on les voit quand ils sortent. Oh, les trucs, voilà, ils sont sortis en long, poif, tout de suite, ils reviennent en... C'est très malléable en fait, un bébé vivant. Alors que le slug, c'est très dur. Le slug, c'est dur. Ça peut pas trop... voilà. Et c'est poreux, du coup. C'est ce qui veut dire, c'est que la membrane, vu qu'elle est un peu pourrie en partie, elle est à moitié poreuse, contrairement à une poche viable. Et du coup, au moment de la descente, il se peut qu'éventuellement elle abrase des organes en interne. Ouais. Donc voilà, ça restera. Donc des problèmes de gestation, ça je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Mais, donc, après on va arriver à la queue. On va arriver à la queue. Alors tu nous montres vraiment la partie qu'on appelle la queue, parce que pour les gens qui s'y connaissent pas forcément, vous pouvez vous dire tiens, la queue elle démarre de là. La queue techniquement elle est après le cloaque, elle ne se situe que là. Là vous voyez une très grosse écaille, une écaille qui peut se soulever là, voyez. Là en dessous il y a le cloaque. Vous voyez aussi, ça on va en parler, parce que je suis arrivé c'est très tard. Intéressant. On remonte vite fait le cloaque, parce que je suis arrivé un petit peu tard, le temps de faire le... Alors là, vous avez, c'est sous cette grosse écaille là. Alors, tout à l'heure j'avais réussi à... Voilà, là on voit l'entrée, là c'est vraiment... Voilà, et là, ce que vous voyez là, en rouge, ils sont très très bien, parce qu'ils sont très démarqués. Ça, ce sont des éperons, des spurs en anglais, et sinon... Les fameux ergots. Des ergots, voilà. Donc c'est des vestiges de pattes. Sur les ancêtres des boas, c'est des vestiges de pattes qui se traduisent maintenant dans des ergots. Je pense que c'est de la kératine. Oui, ça ressemble à des petites griffes. Qui est utilisée donc, pour les accouplements et pour les... Pendant la reproduction, en fait, vous voyez que ça bouge. Le mâle exactement va stimuler la femelle et ça peut lancer l'ovulation, ça peut lancer le grossissement des follicules. Il fait comme ça là, il gratte avec ses ergots. Moi je vois un très fort dimorphisme sexuel, je peux reconnaître un mâle d'une femelle rien qu'avec les ergots. Mais ça va être vrai, pour moi, ouais. Ça va juste être vrai pour moi. Et surtout sur certaines localités, encore une fois. Non, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des femelles qui auront des gros ergots, mais la plupart de femelles auront juste le trou. Après, il y a toujours ces femelles qui bug, qui vous font un vrai ergot. Il ne sera jamais comme un ergot de mâle. Si tu regardes cet ergot de mâle, regarde l'embase, comment il est super large, comment il est courbe. Moi, je compare les ergots des mâles, là, voilà, là, je le prends là, on dirait un grain de maïs rouge. Ça ressemble à une griffe de dragon. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que ça ressemble à une griffe de dragon. L'embase va être très très large, ça va être très très courbe. La femelle, ça va, quand elle a des gros ergots, ça ne va pas être courbe, ça va être plutôt rectiligne. Ça ressemblera comme quand tu bouffes les ongles et que tu as un petit ongle qui tu vois, c'est assez droit, c'est peu courbe, que le mâle sera beaucoup plus courbe et beaucoup plus large. Ça n'a rien à voir. Quand on les regarde bien, franchement, ça n'a rien à voir. C'est vrai que les griffes de dragon, ça parle à tout le monde, quoi. Tout le monde a un dragon à la maison. Bah ouais, mais ouais. Aussi, je vois là que c'est un mâle, moi, au dimorphisme sexuel, si tu veux, là, le cloaque est là. En dessous du cloaque, là, sur un mâle, il y a les hémipénis. On va trouver les hémipénis. Et bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que cette partie-là, là, le cloaque est là, je vous rappelle, cette partie-là, elle est aussi large, voire plus large que la partie qui précède. Sur une femelle, tu vas vraiment trouver que ça biseaute, tu vas vraiment trouver que ça s'amaigrit très très vite. Déjà en comparatif, une femelle, elle aurait la queue beaucoup moins longue, la queue arriverait là, mais elle partirait beaucoup plus en biseau. Là on voit sur cette partie, si tu veux, tu as vu, c'est renflé là. Au contraire, après cloaque, quasi tu as un renflement. Une femelle partira directement en triangle, tu vois, ça maigrira, la queue va maigrir, va être beaucoup plus maigre en dessous du cloaque. Oui, parce que t'as pas les... Là, en fait, on a les deux hémipénis qui sont invaginés. Ça veut dire quoi, invaginés? C'est que t'as les deux gants de toilette, ils sont à l'intérieur, comme ça. T'as deux doigts d'un gant de toilette qui peuvent s'exciter et ressortir dans l'autre sens. Comme un gant de toilette que tu retournerais dedans derrière, tu vois. Justement, tu parlais de la longueur de la queue. Pourquoi ils ont la queue plus longue? Parce que les fourreaux des hémipénis, ils ne s'arrêtent pas là, comme on pourrait penser, mais ils vont jusqu'au bout. Presque. Ouais. Ils vont sur ce mâle-là, je le sens d'ailleurs, ils vont jusque là. Ouais. Donc toute cette partie-là, c'est les fourreaux des hémipénis, donc de chaque côté, un fourreau de chaque côté. Chez les femelles, on trouvera... Alors chez les femelles, il n'y a rien, il y a le bout de la queue, il n'y a que du muscle.
des os, évidemment, la colonne vertébrale, du muscle, J'avais et des entendu... réserves de graisse. Moi, j'avais entendu parler de glandes Ah, à muscles, peut-être, pour attirer les mâles pendant les périodes de reproduction. alors non, il n'y a pas rien, il reste quand même les glandes anales. Oui, Faut oublier qu'il y a des glandes anales voilà, qui se situent aussi en base de la queue. Ça forme une petite poche, vraiment une petite poche circulaire, et quand elle le contracte et que voilà, dans la nature, ça peut être pour plusieurs raisons. Elle peut le ressortir aussi, ça, elle peut les verser. Sachez que ça sent... Moi, j'ai une femelle un jour qui m'a fait ça. C'est C'était à la reproduction, à la mise en présence. Je fous le mâle dedans. Ouais. La femelle, tellement chaude, Ouais, tellement... ouais, ça peut- Elle a ressorti, elle s'est éversée toute seule, je l'ai un vu. liquide noir. Ça a sorti un truc, quoi, tu vois, ça... Les glandes anales, c'est un liquide noir gorille. Une femelle peut Ça s'éverser. va. Tout le monde ne sait pas, mais une femelle peut s'éverser.